Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Éclairage, plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. Aujourd'hui, un secret va être levé, mais comment est décidé le thème de l'émission Éclairage? Et aujourd'hui, vous saurez tout, comment ça se passe dans les coulisses. Alors évidemment, lorsque l'émission est préparée, un certain nombre de sujets s'imposent à moi par rapport à l'actualité, et parfois un ange angélique, donc sans doute évangélique, ange angélique au passage, absolument, me donne un petit coup de main en la personne d'un auditeur. Donc spécial dédicace à Yannick, qui avec un petit mot laïcité m'a fait basculer sur le choix du thème aujourd'hui. Bienvenue pour cette deuxième émission de la saison 4. Hello toute l'équipe, en forme. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et tous. Alors laïcité, c'est un terme beaucoup trop général, donc aujourd'hui nous allons découvrir un organisme qui s'appelle l'Observatoire de la laïcité. Et vous allez me dire, mais Philippe, qu'est-ce qu'on en a à faire de ton organisme? Mais oui, mais on verra que c'est super intéressant de voir ça aujourd'hui ensemble, parce que derrière lui se cachent les différentes façons d'apprécier la laïcité. Et notre contexte, évidemment, hyper dramatique, avec l'assassinat du professeur d'histoire géo Samuel Paty, met en lumière, justement, entre autres, cet organisme, et c'est le sujet du jour. Wow. Voilà, waouh. Eh bien, justement, première question de tour de table à toute l'équipe. Avant de préparer cette émission, est-ce que vous aviez entendu parler de l'Observatoire de la laïcité ? Alors Marc. oui Philippe, C'est vrai oui, parce que entre autres Jean-Louis Blanco, le président de l'Observatoire de la laïcité, est venu à plusieurs reprises à Strasbourg, en particulier au niveau de la région et en particulier à l'invitation du rassemblement interreligieux, du comité interreligieux lancé par la région Grand Est. Et donc pour justement mettre en avant le rôle et la place de la laïcité dans notre société et les spécificités alsaciennes. Fier qui dit ça. Ok, Marc, Anita, tu connaissais? Eh bien sûr que oui. Ça craint pour toi, Philippe. Étant dans mes temps loisirs, plutôt dans le domaine du service public, c'est une question qui fait partie de notre activité. Voilà, tout à fait. Je suis de plus en plus seul. David? Bon, Jean, je vais être plutôt de ton côté. Je savais que cet organisme existait. D'accord. Je ne suivais pas très bien ces rapports qu'il publiait chaque année. Donc, j'ai un peu plus appris ces derniers jours grâce à ton formidable sujet du jour. Et alors moi du coup, non, je n'en avais jamais entendu parler, donc je l'ai découvert en préparant cette émission. On démarre tout de suite avec une première séquence, je rappelle, qui est de nous éclairer et d'éclairer notre audience sur les faits et sur le contexte. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Observatoire de la laïcité, le contexte dans lequel on découvre ou on redécouvre ou on rappelle à ceux qui ne le connaissent pas quel est cet organisme? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le sujet? Déjà que David. Si c'est revenu dans l'actualité, c'est aussi parce qu'il y a eu des déclarations du Premier ministre et du Président sur la volonté de réformer cet observatoire qui a fait l'objet ces derniers mois de plusieurs critiques sur son approche et qu'on trouve trop... sur son approche qui est critiquée par ceux qui pensent que c'est trop... en prenant un peu de recul d'ailleurs, voilà. Critique qui n'est pas d'hier, puisque si on prend... alors, juste une petite remarque pour nous et pour notre audience, lorsque on aborde un sujet, c'est bien des fois de regarder des articles un peu vieux pour se rendre compte que sur plein de sujets, c'est la même chose qui revient. Donc il y a des articles sur l'Observatoire de la laïcité et les polémiques qu'il génère sur les différentes façons de concevoir la laïcité à la française, de 2015 par exemple, sachant que l'organisme a été créé en 2007. Voilà, donc depuis son origine, il y a des questions qui se posent. Qu'est-ce qu'on peut dire encore en termes de faits et de contexte? Merci David. Je crois que c'était vraiment une volonté de l'État, dans son mode de fonctionnement, de pouvoir avoir un observatoire, c'est-à-dire d'avoir un certain nombre de personnes, plus ou moins spécialistes d'ailleurs, mais qui observent cette réalité de la laïcité à la française et puissent conseiller, puissent accompagner, puissent donner des recommandations éventuelles. L'Observatoire de la laïcité ne décide pas, mais en même temps, il a un rôle important pour essayer de définir. Et peut-être tout à l'heure, on en parlera, parce que la situation alsacienne, qui est très particulière... Oui, tu as parlé de spécificité avec un œil un petit peu coquin tout à l'heure. Non, pas coquin, d'accord. Non, pas coquin. Mais si, t'avais un œil allumé, je l'ai vu. Ah bon?
Non, les spécificités françaises, oui. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et on dira aussi, l'Observatoire de la laïcité, moi, je ne comprends pas bien la polémique vis-à-vis de l'Observatoire de la laïcité aujourd'hui, donc j'espère avoir votre éclairage. Parce que, pour moi, ce qu'il me semble, c'est qu'il défend une réalité de la laïcité qui est portée depuis la loi de 1905 et qui, effectivement, met en avant la capacité, dans le cadre de la laïcité, d'une expression large, diverse, des opinions des uns et des autres, dès lors qu'ils ne s'opposent pas à l'ordre public. Voilà, sous réserve de l'ordre public, c'est une formulation que vous trouvez évidemment. Ok. En complément Anita. peut-être, dire en quoi consiste cet observatoire, ce qui nous permettra peut-être d'avancer. Oui. On est d'abord sur une commission consultative qui dépend directement du Premier ministre, que le président et le rapporteur sont nommés par le Premier ministre, et que cette commission est constituée autant de représentants des parlements que de hauts fonctionnaires des différents ministères. Et je pense que c'est utile de rappeler ça, et qu'il y a également des personnes ès-qualité qui en font partie. Oui. Ce qui veut dire qu'on a déjà une composition de personnes qui représentent à la fois les élus, je dirais les élus de France, et d'autre part qui comprend des techniciens, des pointures sur ces questions-là. Voilà, je tenais à rappeler cette réalité-là par rapport aux suites du débat. À noter donc que le président, c'est Jean-Louis, le président de cet observatoire, c'est Jean-Louis Bianco, et le rapporteur général, c'est Nicolas Cadenne, et je crois qu'ils sont en poste depuis 7 ans, tous les deux, d'après mes infos. Un duo proche, puisque Nicolas Cadenne travaillait déjà auprès de Jean-Louis Bianco, au niveau du département des Hautes-Alpes de Digne. Ok. Terminons peut-être aussi sur les missions de l'Observatoire, qui était une mission, effectivement, ça a déjà été évoqué, d'information et de conseil et d'expertise. Sur le site, c'est le verbe assister qui est utilisé. Assister le gouvernement. C'est ça. Voilà. Et en réalité, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des études sur cette question de la laïcité et répondent à des demandes qui peuvent émaner de particuliers, d'associations ou de collectivités pour pouvoir donner un point de vue sur telle ou telle question qui préoccupe une collectivité ou une association dans sa vie quotidienne. Et ils ont fait notamment, vous voyez sur leur site, une série de vidéos qui s'appelle Les idées fausses, par exemple sur la neutralité de l'espace public versus la neutralité dans l'espace public. Voilà, donc c'est le genre de production que vous pouvez trouver sur le site de l'Observatoire de la laïcité. Voilà, plus des formations à plusieurs milliers de personnes. C'est vrai que leur approche jusque-là, c'est vraiment d'avoir essayé vraiment de coller à la loi de 1905 et d'essayer de ne pas lui faire dire plus que ce qu'elle dit. C'est leur approche, et c'est parfois ce qu'on leur reproche, c'est vraiment d'avoir une lecture très stricte et très législative de la chose. Et c'est aussi, non seulement pour ensuite partir de ça, pour observer comment cette loi est vécue, et comment elle s'applique, et comment des dérogations sont prises ou des contestations de cette loi sont faites. Et je pense qu'aussi, elle a aussi un rôle de relais par rapport aux différentes associations, communautés religieuses qui s'interrogent, qui ont besoin de résoudre des questions précises, que ce soit dans des écoles, que ce soit dans les choses. Mais tout à fait. C'est, l'objectif, c'est vraiment d'apporter de l'information plus que du conseil. Et c'est toute la différence, je pense. Tout le débat, c'est de savoir, est-ce que quand on est un observatoire, on doit être chargé d'un rôle politique de conseil plutôt que simplement d'information. Pour prendre des exemples, la question des accompagnants des sorties scolaires, doivent-elles ou peuvent-elles porter le voile? Voilà des questions sur lesquelles l'Observatoire peut éclairer. À un moment donné, il y avait une polémique anti-Burkini, je crois, ça date de 2016. Il y avait aussi le service national universel en 2019. Donc voilà des sujets. Manuel Valls s'est violemment opposé à Jean-Louis Bianco en 2016. Voilà, donc ça c'est juste un peu un rappel historique. Ok. Moi, je pense que l'effet contexte, c'est pas mal. Il me semble, Philippe, aussi que on ne peut pas nier que le débat qu'il y a autour de l'Observatoire de la laïcité, qui pourrait paraître très technique, derrière, c'est tout ce qui se vit dans notre société française dans sa relation à l'islam. Parce que le point de contestation, le point d'achoppement aujourd'hui, c'est quelle place l'islam a dans notre société, quel droit il peut avoir aussi, parce que on le verra sans doute aussi, mais la réalité alsacienne avec son concordat est intéressante sur ce plan-là. C'est qu'il y a des dispositions qui sont prises pour les religions catholiques, protestantes, luthériennes et juives, mais rien. Et donc aucun droit pour l'islam comme pour les évangéliques d'ailleurs. Et donc c'est de se dire comment des choses peuvent évoluer dans un cadre légal, sachant que le concordat, lui, est très contesté par un nombre important de laïcs qui disent cette exception-là ne devrait pas perdurer en France.
Ok, merci pour cet éclairage du coup lié au Concordat. Le contexte, c'est des lois en cours d'examen, et l'intitulé des lois n'est pas neutre. Une stratégie de lutte contre les séparatismes. Il y a des vocabulaires aussi qui sont en train de sauter, c'est-à-dire que hier, en parlant d'islamo-gauchisme, on était déjà un petit peu connoté. Aujourd'hui, la formule, en ce moment en tout cas, dans l'actualité, est abondamment utilisée jusqu'au plus haut sommet de l'État. Et donc, en gros, la polémique, c'est jusqu'où la laïcité doit être ouverte ou modérée, ou du coup laxiste pour ses détracteurs, et jusqu'où on doit monter un peu au créneau, voire au front. Je prends un terme guerrier, mais parce que je ne suis pas au-delà de ce qui est exprimé, j'ai l'impression, en ce moment. Donc, on est sur ces enjeux-là. Et donc, du coup, les têtes de Jean-Louis Bianco et Nicolas Cadenne sont réclamées par certains. Voilà. On passe à la confession. Eh ben allons-y. Allez, on y va, c'est parti. Éclairage, plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. La confession. Je dois le confesser, le sujet de la laïcité m'a toujours paru tenir du sens commun. Étymologiquement, c'est d'ailleurs sa signification, par opposition avec l'idée de savant. Être laïque, c'est non seulement renoncer à être trop savant, ne pas prétendre en permanence en savoir plus que les autres, ne pas prétendre détenir la vérité et pouvoir l'insérer dans la tête des autres. Et c'est aussi voir ce qui peut nous être commun, qui peut faire de nous une communauté, par-delà toutes nos différences. La laïcité, c'est un socle commun, un bien commun sur lequel peut s'épanouir une société multiple et multiculturelle. Bon, c'est vraiment ce que je crois. Mais on ne peut pas rester dans la théorie, aussi généreuse soit-elle. Il faut affronter les problèmes quand ils apparaissent. Mais justement, il ne faut pas se tromper de problème. Le problème, il n'est pas entre une société de racines chrétiennes et un islam qui n'aurait pas compris la laïcité. Le problème, il est entre ceux qui considèrent leurs croyances comme personnelles et ceux qui considèrent que leur croyance a vocation à se diffuser, à gagner, à s'imposer, à devenir ou rester la norme sociale. Et cela transcende les religions. J'élargis la réflexion. Je ne vois personnellement pas avec un œil plus tendre les manœuvres d'églises évangéliques pour s'imposer en Amérique du Sud et faire élire un Bolsonaro, aussi stupide que dangereux. Je ne le vois pas d'un œil plus tendre que les millions investis par le Qatar et l'Arabie Saoudite pour soutenir l'islam radical dans toutes les démocraties occidentales. Avec l'argent du pétrole qu'on leur achetait, ne l'oublions pas. L'Amérique est aujourd'hui très divisée, au bord de la rupture, par cette volonté de certains groupes de défendre une idée racisée et suprématiste de leur pays. Je reviens en France. L'islam est confronté à des courants fondamentalistes qui ont été suscités en dehors de la France et qui trouvent un terreau fertile chez de jeunes musulmans religieusement illettrés qui ne connaissent pas plus le Coran que vous et moi. J'écoutais le désarroi récemment d'un imam devant la difficulté à ramener ces jeunes à la lecture du Coran qu'ils ne connaissent que pour jurer, tout en pratiquant des activités illégales. Peut-on faire une communauté nationale avec des communautés qui se séparent ? Sans doute pas. Un islam de France débarrassé des influences radicales extérieures peut-il se développer ? Peut-il se purger des éléments qui n'ont pas cette vision laïque ? Comment l'État peut y participer sans sortir de sa neutralité laïque ? Comment chacun de nous peut agir pour renforcer ce sentiment d'appartenance à un si beau pays que la très grande majorité n'a pas envie de voir s'effriter en sous-communauté ? Je ne sais pas, mais comme d'habitude, dans ces cas-là, je pars du principe de simplicité. Je suis une part du problème et de la solution. Vous l'avez reconnu, c'est David. Je rappelle que pour cette saison 4, différentes séquences de l'émission tournent, comme d'ailleurs la caméra là qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup David pour ce billet. Des fois, je ne sais pas si c'est une bonne idée d'avoir délégué la confession, parce que du coup, la personne qui s'acquitte de sa tâche donne des opinions qui me hérissent. Donc, mais tu as le droit de réagir, Philippe. Ah ouais, c'est vrai, d'ailleurs j'ai les poils qui se hérissent là. Voilà. Il faut que tu sortes ce que tu as à dire alors. C'est vrai. Ah
Ah, faire oui, une pause. C'est jamais bon de laisser à l'intérieur les tourments qui sont en toi. Alors, je note peut-être insérer dans la tête des autres, donc du coup, tu m'as semblé poindre la tentation prosélyte peut-être, ou en tout cas le fait d'avoir un projet d'expansion, voire un projet politique peut-être. Hein. Voilà. Et puis ensuite, j'ai noté le sentiment d'appartenance à notre beau pays, donc c'est une expression aussi que tu as utilisée. Peut-être sur ce deuxième point, sentiment d'appartenance. Alors là, moi, je suis complètement en phase avec ça. Maintenant, la récent sondage parmi les jeunes personnes d'origine musulmane semblait mettre l'islam au-delà des lois de la République. Donc ça, c'est quand même un vrai souci. Sur le sentiment d'appartenance, je veux dire, si à un moment donné, il y a des valeurs religieuses qui sont supérieures aux lois du pays dans lequel on est, ça impose un vrai problème de séparatisme. Donc du coup, moi, je comprends la formulation un peu chaude, hein, mais de la loi actuellement en cours sur la stratégie de lutte contre les séparatistes. Je reprends le formule. Voilà, c'est ça sur lequel je voulais réagir, ce sentiment d'appartenance, justement, qui me semble branlant. Voilà, en fait. Oui, pour continuer... Alors, c'est Anita qui dodeline, mais c'est Marc qui prend la suite. C'est intéressant. Mais non, ça c'est le... Il faut que je décode. Pour continuer, David, tu as mis fortement en avant ce que l'on esquissait auparavant, c'est-à-dire que dans ce qui trouble aujourd'hui notre société, son rapport à la laïcité, c'est de fait l'islam. Et derrière, il me semble... Pour moi, j'ai toujours un peu de mal à cerner les choses, mais c'est... Parce notre société chrétienne l'a traversée pendant de multiples siècles. C'est le rapport au temporel, c'est le rapport au politique. En quoi ma foi exige un positionnement, j'allais dire, d'État, un positionnement de choix politique en tant que tel. Aujourd'hui, en France, nous avons fait le choix, et je pense que les religions de la tradition l'ont intégré. Très clairement intégré, en disant, oui, ça n'est pas notre rôle, on peut apporter notre opinion sur tel et tel point, et d'ailleurs la société française sollicite cet apport-là, mais la décision, c'est pas nous qui la prendrons. Et qu'il y a une volonté, me semble-t-il, très forte de certains dans l'islam, de dire non, on ne peut pas en rester là, notre foi exige de régir le quotidien de notre société. Et ça, pour nous, c'est insupportable. Et je pense qu'il est bon que ce soit insupportable. Alors, comment on fait le rapport de l'un à l'autre ? C'est tous les points de tension. Deuxième point, David mettait en avant la question du séparatisme ou de la cohésion sociale. C'est sûr que c'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose qui s'est mis en avant. Et les opposants à l'Observatoire de la laïcité le disent beaucoup. C'est que finalement, une certaine forme de ce qui pourrait être du laxisme ne fait qu'encourager les communautarismes, c'est-à-dire le renfermement dans certains quartiers de communautés qui vivent le séparatisme par rapport aux règles de la France. Comment on règle ça ? Donc David, c'est bon. Et Anita, je pense que, qui a fini de... Non, parce qu'en fait, la confession me faisait penser à plein de choses en même temps, donc il faut choisir là-dedans. Ouais, c'est vrai qu'elle était riche. Oui, voilà. Moi, je suis un peu fâchée par rapport à la polémique qu'il y a autour de la question de la laïcité, de l'Observatoire de la laïcité. Parce que, et des réactions même du gouvernement par rapport à la question du séparatisme. J'ai envie de dire, mais séparons les décisions du département, les actions proposées et éventuellement même la loi sur le séparatisme de la question de la laïcité. Alors quand je dis les séparer, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien. Hein, c'est pas ça que je dis. Je dis simplement que nous avons effectivement un modèle français au sujet de la laïcité qui nous permet, nous avons des bases qui nous permettent de vivre ensemble et de pouvoir favoriser l'expression de chacun. Chacun a le droit de pouvoir avoir sa foi, sa religion, ou de ne pas en avoir, ou d'en changer. Et en même temps, nous avons un espace public, notre vie de société, où nous devons justement respecter les autres et ne pas décider éventuellement de nous en prendre physiquement à l'autre ou verbalement parce qu'il a une croyance différente. D'accord, mais ça c'est la loi, effectivement, qui nous permet de vivre ça. Mais dans les faits... Oui, mais je pense manifestement, ça ne suffit pas. Je pense que justement, c'est que nous ne l'affichons pas suffisamment. Et je pense que quand le gouvernement vient avec une loi sur le séparatisme, pour moi, on ne devrait pas dire c'est le modèle de la laïcité qui est interrogé, parce qu'à travers la polémique autour de l'Observatoire de la laïcité, c'est bien ce qui se joue. C'est-à-dire, dites exactement ce que nous voulons entendre, et non pas votre interprétation de vous, d'experts de la loi, parce que nous estimons que maintenant, il faut passer à une autre étape. Je ne dis pas qu'il ne faut pas passer à une autre étape, mais effectivement, est-ce que c'est la question de l'islam fondamentalement ?
Ou est-ce que c'est la question du vivre ensemble qui est de dire, vous pouvez vivre votre religion, vous pouvez croire ce que vous voulez, mais il y a des règles qu'il faut respecter dans notre société. Donc, si j'essaie de résumer avant de laisser David réagir, en fait, on aurait tout ce qu'il faut aujourd'hui sans changer notre mode de laïcité pour pouvoir vivre ensemble, à condition peut-être qu'on l'affiche davantage ou qu'on le fasse respecter davantage. Ok. David, réaction à ta propre... Déjà, je pense qu'on va faire une grosse erreur. C'est possible qu'on la fasse si on essaye de faire évoluer la loi de la laïcité pour lutter contre le séparatisme. Parce que, d'ailleurs, le séparatisme, ça ne concerne pas que la communauté musulmane. La communauté musulmane, on sait qu'effectivement, il y a des quartiers qui se sont on va dire, racisés d'une certaine façon, c'est-à-dire où il n'y a plus qu'une seule culture. Je pense que tous ceux qui vivent dans des milieux urbains peuvent le constater. Voilà, donc ça, on le sait, il n'y a pas besoin de se cacher les yeux pour ça. Okay. Et donc, effectivement, c'est une vraie problématique, mais elle ne concerne pas que la communauté musulmane. Je veux dire, le compartimentement, l'effritement, le manque de brassage culturel entre les gens existe dans plein d'autres choses. Et d'ailleurs, l'effritement, la perte de pouvoir et la perte d'influence de l'Église chrétienne en France a abouti à ça aussi. Je veux dire, les communautés chrétiennes, les églises étaient des lieux de rencontre et tout ça. Il y en a beaucoup moins, les gens sont beaucoup plus isolés qu'avant. Et donc, les regroupements culturels doivent se réinventer et il peut y avoir vraiment des séparations. Et on le voit qu'il y a vraiment des fractures qui se font idéologiquement dans notre pays. Mais bon, ça, c'est un problème très compliqué, la question de faire communauté et de ne pas être séparé des autres. Et bon, là, on parle d'un problème très particulier parce qu'on sait que c'est pas un problème négligeable, mais aussi il y a des façons de poser les questions, je trouve, qui sont quand même où on suscite vraiment déjà une réponse. Le fait d'interroger quelqu'un, un musulman, alors, en plus un jeune musulman comme ça, qui n'y connaît pas grand-chose finalement, mais qui va dire est-ce que s'il faut mettre Dieu ou la loi entre les deux, qu'est-ce que tu vas choisir ? Philippe, si je te pose la question à toi, qu'est-ce que tu vas répondre ? Si tu dois choisir entre Dieu et la loi, qu'est-ce que tu vas répondre ? Tu es en train de remettre en question le sondage que j'évoquais tout à l'heure ? Qu'est-ce que tu vas répondre ? Quelqu'un qui est croyant, qu'est-ce qu'il va dire ? Croyant même vaguement. Oui. Qu'est-ce qu'il va dire ? Qu'est-ce qui peut être au-dessus de Dieu ? C'est des questions à la... Excuse-moi, mais je trouve que c'est des questions à la con, c'est des sondages à la con. On ne peut pas poser les questions comme ça. La question, c'est de savoir, est-ce que ils ont envie que la loi, je ne sais pas moi, intègre la charia et tout ça. Qu'est-ce que c'est la charia ? Mais qu'est-ce que c'est pour eux, la charia ? La charia, c'est quoi ? C'est un truc de mecton qui est capable de ne pas... Enfin, je ne sais pas. D'accord. Mais alors, David, je trouve super que tu pointes effectivement le genre de sondage piégeux. Maintenant, l'observation de la réalité, et notamment la laïcité à l'anglo-saxonne, qui est davantage communautariste, on voit des pans entiers dans certains pays qui sont régis progressivement par la charia. Donc, on est quand même sur des faits réels, au-delà d'un sondage qui peut éventuellement être biaisé, qu'on peut tous observer sur un risque séparatiste. En même temps, dans ce que dit David, je crois que... Et ensuite, c'est la question pas posée. La transformation ô combien importante de notre société française, mais globalement des sociétés occidentales, c'est qu'il y a 50 ans encore, 80% des Français se disaient croyants. Aujourd'hui, 37% des Français se disent croyants, 31% non-croyants, 15% agnostiques et 10% indifférents. Ce qui veut dire que le rapport à Dieu, la question que tu poses du rapport et de qu'est-ce qu'est Dieu pour moi, mais pour la majorité, la grande majorité des Français aujourd'hui, cette question-là, elle est que pour Dieu pour moi, ça n'a plus de place, ça n'a plus aucune composante. Et pourtant, dans notre débat, ça reste encore quelque chose d'essentiel. Et tu le disais, Philippe, dans la pratique, là, c'est la dégringolade complète. C'est qu'on a, globalement, pour toutes les religions, islam, judaïsme, christianisme, etc., 14% des Français qui pratiquent la religion. Donc, une toute petite minorité. Donc ça, je crois aussi que ce socle, il faut le prendre en compte, qui, pour moi, ne veut pas dire, pour autant, qu'il n'y ait pas une vraie démarche de sens, de recherche de spiritualité. Comment on compose tout cela ? Et permets-moi juste de rebondir sur ce que tu dis. Quelle est la question qu'on se pose si jamais on regrette cet état de fait ? Si on regrette, par exemple, le fait que dans notre religion, il y ait de moins en moins de gens qui croient et tout ça, qu'est-ce qu'on va avoir tendance à faire ? On va avoir tendance à dire il faut qu'on reprenne l'éducation de nos enfants pour leur redonner l'attachement à la religion et tout ça. Et on va être tenté de faire un enseignement plus religieux là, c'est-à-dire de créer des écoles privées, comme ça se crée. Il n'y a pas que les musulmans qui font des écoles privées religieuses. Et on va essayer de recréer, de refaire une communauté
communautés religieuses, parce que tout le monde, tous ceux qui regrettent qu'il y ait une perte de culture vont avoir cette tendance à faire ça. Alors en France, l'islam est arrivé. Il y a eu un moment donné, je pense aussi, qu'il y a eu une perte d'influence culturelle. Comment on appelle ça, David. Je trouve plus le mot. En tout cas, je pense qu'à un moment donné, sous l'influence extérieure, des musulmans se sont dit il faut que l'on ne perde pas notre langue, notre culture, notre religion, et ils ont commencé à faire des écoles privées, des écoles religieuses et tout ça. Alors, je ne dis pas que ça ne va pas trop loin dans plusieurs de ces écoles-là. Et en même temps... Mais le raisonnement qu'il a, il est tout à fait transposable à toute personne d'une religion qui peut regretter la perte culturelle de sa identité. Et en même temps, c'est au cœur de l'État laïque qu'est la France, c'est de se dire comment on enseigne le fait religieux, c'est-à-dire la connaissance des diverses religieux au cœur de l'école. Ça, c'est aussi un débat très très important et qui aujourd'hui, tout le monde est assez d'accord pour dire il ne peut pas être absent du système éducatif français. Ok, en tout cas, il y a une proposition de loi constitutionnelle en cours pour écrire dans la Constitution donc la prééminence des règles de la République pour pouvoir répondre aux différentes revendications communautaristes. Là, on est dans le contexte. La question n'est pas posée et aujourd'hui, c'est Anita. Ah, c'est bête, j'avais encore quelque chose à dire. Tant pis, je dirais. Éclairage. Maintenant que tu as la parole. La question à ne pas poser. Et ça parle pendant... Le jingle, l'animateur y compris, donc c'est tout part en live, c'est terrible. Anita, la question que tu as choisie. La question du jour, c'est mais alors faut-il observer la laïcité? Waouh. Alors je rappelle les règles du jeu. Une fois la question posée, faut-il observer la laïcité? Un rapide tour de table, oui, non, je sais pas, et ensuite chacun peut développer. Voilà. Anita, est-ce que du coup, toi, tu as une réponse à ta propre question? Mais bien sûr que oui, qu'il faut l'observer et continuer. Voilà. Non, mais pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est en lien avec le thème du jour, l'observatoire de la laïcité. Voilà. Oui, moi, je dirais qu'il faut l'observer ô combien, et que je crois que ce que met en avant l'Observatoire de la laïcité, c'est-à-dire ce rapport à l'intuition de la loi de 1905, reste ô combien aujourd'hui d'actualité. Ça veut dire la laïcité, c'est le respect de l'expression de chacun, dès lors qu'il ne rentre ni dans un prosélytisme, ni dans une remise en question de l'ordre public. Ok, David. Faut-il observer la laïcité? C'est bien d'observer la laïcité, mais il faut être sûr d'avoir laïcisé l'observation de la laïcité. Ok, et alors moi je dirais observer la laïcité sans idéologie ni naïveté. Voilà, mais c'est bien qu'en passant en dernier, j'ai le temps de préparer ma petite punchline, quoi. Voilà, on a quelques instants maintenant pour développer nos prises de position des uns et des autres suite à la question posée par Anita. J'ai l'impression que, par exemple, mon commentaire rejoint assez le tien, non, quand tu as dit qu'il faut laïciser l'observation, et moi j'ai dit sans idéologie ni naïveté, je crois. Donc là, j'ai l'impression qu'on se rapproche un petit peu. Et est-ce que vous pouvez m'éclairer tous les deux sur ce que vous voulez dire à travers ça? Non, parce que c'est entre David et moi, donc c'est un niveau un peu... D'accord, voilà. Merci les auditeurs, vous pouvez repartir. On va les laisser s'exprimer. Les auditeurs. Oui, mais on peut effectivement répondre à la... oui. Pour moi, ce que je veux dire, c'est que observatoire de la laïcité, ça veut dire que c'est une sorte de thermomètre de la situation. Et pour moi, on ne se sert pas d'un thermomètre pour faire baisser la température. On ne casse pas le thermomètre pour résoudre un problème. Okay. Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir Et puis aussi, ne pas se servir, en fait, de l'observatoire de la laïcité pour résoudre un problème spécifique encore par rapport à une religion, parce que là, on peut pas. C'est très difficile de garder une neutralité en faisant cet exercice d'équilibriste. Ouais, et on verra ça notamment dans la partie tout à l'heure. Jésus revient, quels peuvent être les impacts, c'est-à-dire tout ce qui est fait aujourd'hui par rapport à une situation et par rapport à une religion. Dans quelle mesure demain ça peut toucher les autres religions. Est-ce que ça t'éclaire davantage? Quoi? Oui, et pas vraiment. J'ai entendu depuis le départ que la position de David, qui est dire le rôle de l'observatoire, c'est d'informer. Oui, d'abord l'information. Pour moi, elle n'est jamais totalement objective ou subjective. Bon. Elle est dans des prismes. Et puis, surtout, si l'observatoire n'est pas là, au-delà de l'information, pour essayer de dire un petit peu comment la loi est interprétée, quelles sont les mises en avant de la mise en œuvre, mais quelle aide il va apporter réellement, j'allais dire à l'État, au gouvernement et presque à toutes les familles religieuses. Pour moi, le rôle de l'observatoire, c'est aussi de pouvoir dire attention, là on est dans un décalage avec le socle législatif qui est le nôtre.
Alors est-ce que du coup, ça serait la raison pour laquelle certains veulent modifier cet observatoire? Parce que là, si je fais un résumé, c'est laissons l'observatoire actuel continuer d'observer. En plus, eux, ils disent ils sont hyper loi de 1905, hyper littéral, voilà, hyper juridique. Voilà, hyper juridique. Laïcité hyper juridique. Donc en fait, vous êtes en train de me dire, ceux qui s'excitent en ce moment, dont Manuel Valls, contre l'observatoire actuel et sa composition en termes de direction, non, laissons les choses comme elles sont. Je pense qu'il y a eu quelques maladresses de la part de l'Observatoire, notamment quand il s'est affiché parfois avec un certain nombre d'associations musulmanes. C'est pas le sujet du jour, mais il y a des... Non, ce que je voulais dire, il y a des associations qui sont menacées en ce moment de dissolution. Voilà. Mais je pense qu'il y a eu des maladresses à un moment donné. Voilà. Mais en même temps, le fait qu'on puisse critiquer des points de vue qui sont issus de la loi, de leur interprétation, eh bien pour moi, ça n'est pas légitime. On doit les prendre leur avis comme étant un avis. Ensuite, qu'on puisse dire que le politique dise nous tenons compte de leur avis ou nous n'en tenons pas compte, c'est une autre étape. Et je pense que là, actuellement, il y a un méli-mélo entre la décision politique et cette expertise qui est apportée par l'Observatoire. Parce qu'au-delà de certaines prises de position qui ont pu paraître extrêmes, par exemple par rapport au Burkini, eh bien, je pense qu'il n'avait pas tort fondamentalement. Mais après, c'est une autre question qui se pose. Et ce n'est pas la même chose que de l'expertise de la juridique que de la décision publique. Et on peut dire à un moment donné, on tient compte de cette expertise ou on n'en tient pas compte. Voilà. Et je pense qu'il faut un observatoire qui puisse continuer à dire des choses qui dérangent, qui puisse à la fois informer, observer, dire les évolutions, former, apporter une expertise, que cette expertise nous plaise ou pas. Laissons-lui cette indépendance de technicien. Et ensuite, par contre, les élus peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ok, bon, maintenant 7 ans, c'est pas un peu long aussi? Je sais pas, il n'y a pas de règles. Il faudrait peut-être qu'ils changent aussi, non? Nicolas Cadenne et Jean-Luc Bianco, indépendamment de... C'est une décision du Premier ministre, c'est eux qui ont renouvelé. Bien vu, bien vu. David, et puis on voit que quand on parle de la laïcité, là, on l'a éclairé récemment avec la question de la liberté d'expression, qui est une question un peu différente quand même, puisque effectivement la liberté d'expression n'interdit pas de parler de sa religion et même de faire du prosélytisme, c'est autorisé par la loi, sauf si c'est un agent de l'État. Mais oui, c'est pas un bonne souci. Précision. Moi, je trouve qu'il y a peut-être quelque chose qui a manqué et qui, pour moi, était du rôle de l'observation, qui est pas facile, mais c'est de savoir, dans le cadre de regroupements communautaires où vraiment il commence à y avoir une sorte d'homogénéisation en fait d'une culture, par exemple musulmane dans certains quartiers, est-ce que il y a des personnes, et je dirais peut-être en particulier des femmes, dans ces quartiers-là, qui n'ont plus la liberté religieuse de choisir leur religion. Parce que le fait d'être dans une communauté complètement homogène, ça veut dire qu'il y a quand même une augmentation de la pression sociale pour te diriger vers ta religion, et ça devient difficile ou bien d'en changer, ou bien de ne pas en avoir du tout. Et là, je pense que c'est intéressant de voir comment les mécanismes mettent en route, comment les gens sont au courant de ça, et comment une pression sociale se fait, qui serait, elle, complètement en infraction avec la loi sur la laïcité. Oui, puisque celle-ci, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire et de changer de religion. Ça a été rappelé tout à l'heure. Et là, l'État a un rôle à jouer. Parce que l'État a le rôle de protéger toute personne qui souhaite changer de religion et qu'une personne ne puisse lui obliger. Là, l'État non seulement a un rôle à jouer, mais il a l'obligation de jouer son rôle. Et je pense que pour aller plus loin dans cette question de la pratique de la laïcité, je trouve que face aux événements actuels, au lieu de dire nous allons créer de nouvelles lois, décider une série d'actions, pourquoi pas, il y a peut-être quelque chose qui manque, c'est de considérer les citoyens de religion musulmane et de leur dire comment nous travaillons avec vous pour changer cette situation-là. Je n'ai pas entendu ça ces derniers jours. Et donc, quelque part, je me dis, ça veut dire quoi par rapport à ceux qui sont citoyens français et qui pratiquent l'islam ? Ça veut dire quoi par rapport à eux? C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, on ne tient pas compte de leur religion. Par contre, si on va vers eux en disant « nous travaillons ensemble, nous sommes d'accord qu'il y a les bases de la République, des lois de la République à respecter », comment faisons-nous pour les respecter? Eh bien, je pense que ça change l'état d'esprit du travail. Mais est-ce que tu ne penses pas, Anita, que c'est quand même un effort depuis plusieurs années de pouvoir justement tenter de réfléchir, au moins avec les instances représentatives? Et une grande difficulté de l'islam, c'est la reconnaissance des instances représentatives. C'est bien là qu'est une
des très grandes difficultés pour l'avancée de cela. Parce que j'étais jeudi dernier en soirée devant le parvis de la cathédrale pour la cérémonie interreligieuse liée au drame de Samuel Paty. Et toutes les religions, du bouddhisme à l'islam, en passant par le christianisme, le judaïsme, etc., ont pu dire, à mon avis, chacun avec leurs mots, mais le même désir. C'est que, en tant que religion, nous cherchons ensemble à faire vivre la fraternité. Nous cherchons ensemble à mettre en avant ce qui est la constitution de notre triptyque, liberté, égalité, fraternité. Mais que bien sûr, ça n'est pas très simple. Mais si nous ne le faisons pas ensemble, si nous ne nous retrouvons pas pour essayer de dire qu'est-ce que cela veut dire dans nos composantes religieuses, c'est compliqué. Et puis la deuxième chose, c'était quand même de se dire, ce qui n'est pas aujourd'hui, à mon avis, une évidence dans certains pans de l'islam, on ne peut pas tuer au nom de Dieu. C'est un rappel quand même essentiel. Et il me semble par contre que ces instances-là, au cœur de l'islam, mais aussi dans d'autres réalités, ont du mal face à des groupuscules extrémistes, séparatistes, à se faire entendre. Et ils disent, mais finalement, vous ne représentez rien, laissez-nous aller jusqu'au bout de notre expression extrémiste. L'imam de Bordeaux, d'ailleurs, dit lui-même, pourquoi on n'interdit pas l'islamisme fondamentaliste ? Je crois que c'est les termes qu'il a utilisés en France, l'imam de Bordeaux. Donc c'est une personne parmi d'autres. Mais dans ce cas-là, ça veut bien dire que la question, c'est plus vraiment celle de la religion, c'est quelque chose qui se passe au nom de la religion, mais c'est la question des personnes qui sont hors la loi. C'est bien la question, c'est la loi qui doit s'imposer. Et puis qui s'insère quand même dans une communauté religieuse, qui l'influence de façon souterraine. Et d'ailleurs, le discours de M. Macron sur le séparatisme a listé un certain nombre de choses, justement, pour interdire les imams détachés qui proviennent d'autres pays. La transparence des financements aussi. Pour essayer vraiment de faire en sorte que, je vais dire, même à l'insu de leur volonté, des mosquées se fassent infiltré, ou voire même, il a même parlé de putsch, puisqu'on peut institutionnellement essayer comme ça de prendre le contrôle d'une mosquée. Enfin voilà, il y a une vraie lutte qui se fait à l'intérieur même de la communauté musulmane, et qu'il faut arriver à soutenir, et donc il faut arriver à ne pas tout mettre dans un seul paquet, parce qu'à ce moment-là, si on met dans un seul paquet, en fait, on fait le jeu de ceux qui veulent provoquer le choc culturel, c'est-à-dire ces approches, je dirais quasiment fascistes, c'est-à-dire des gens qui veulent vraiment provoquer un ébranlement en France, créer un soulèvement des musulmans pour, dans leur idée, gagner une future guerre. En même temps, David, et je trouve que ces derniers jours, avec les propos du président turc Erdogan et avec le boycott des produits français dans un certain nombre de pays musulmans, parce que Macron a dit moi je soutiens la capacité demain de continuer à faire vivre des caricatures dans l'expression de la presse, etc., c'est aussi derrière un enjeu international. On voit bien que l'implication d'un certain nombre de pays dans la montée d'affirmations extrémistes et d'une volonté de soutenir un projet politique est présent en France. Tout à fait. C'est vrai. Intrinsèquement, non Philippe, maintenant tu passes à Jésus revient. Éclairage, plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. Jésus revient. Ce qui prouve que je sais me gérer aussi. C'est incroyable. Quelle maturité avec les années. C'est extraordinaire. Tu es un véritable ange angélique. Ah ouais, évangélique surtout. Allez, un petit peu de pub. Je rappelle que l'objectif de cette dernière séquence, c'est concrètement, nous en tant que croyants, par rapport à la thématique du jour. Moi, je me suis noté quelques points. Déjà, peut-être de rappeler la différence entre agnostique et athée. Moi, je l'ai préparé. Donc, athée, c'est je ne crois pas en Dieu. Agnostique, je ne sais pas. C'est ça, oui. Je ne sais pas si je crois, je ne sais pas s'il y a un Dieu, je suis dans le doute. Ça vous va, ça, déjà ? Oui. Moi, oui, ok. Non, on essaie de te suivre pour l'instant. Oui. Non, mais c'est bien, c'est une définition importante. Points, merci. La crainte que j'ai, plus sérieusement, c'est, et quand je lis les commentaires des lecteurs après les différents articles, c'est la tentation du raccourci. Dès lors qu'il y a des religions, ça devient un problème.
Voilà, donc moi, en tant que croyant chrétien, ce qui se passe aujourd'hui par rapport à des personnes de religion musulmane, qui peut se passer dans d'autres religions, c'est demain, est-ce que, sous prétexte de régler les séparatismes, toutes les religions ne vont pas être considérées comme étant un problème? Voilà, c'est la crainte que j'ai. On réagit? La France a peur. Ouais, vous pouvez aussi apporter votre contribution sur, tiens, on est dans la partie Jésus revient, en tant que croyant, la thématique dans du ce que jour. tu dis, Philippe, est-ce que demain, la religion sera perçue comme un problème pour tous? Je crois que derrière, ça va En dans France, en une tout cas. certaine forme de tentation. Oui, sécularisation C'est de la dire, société, tu Voilà, disais tout la à l'heure. sécularisation, le fait que, non, un être humain n'est pas un être spirituel. Et la conviction, je crois, même au-delà de toutes les représentations des familles religieuses, c'est que l'être humain a une dimension spirituelle essentielle parce qu'il va chercher le sens de sa vie, tout simplement. Hein. Ok. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport à notre thème, même si c'est parfois un peu caricatural, c'est ce que dit Jésus, laissez à César ce qui est à César. C'est-à-dire derrière. C'est-à-dire derrière, me semble-t-il. Ce qui est du domaine de l'État, c'est du domaine de l'État. Cette parole-là, ô combien elle est laïque, ô combien elle est moderne pour aujourd'hui. Super rappel. Mais je trouve. ça ne veut pas dire qu'en tant que chrétiens, que ceux qui suivent Jésus-Christ ne soient pas impliqués au quotidien dans la réalité de la société, dans le développement de la solidarité, dans l'attention aux plus pauvres, dans l'expression de dire il y a des choses qui sont justes, des choses qui ne sont pas justes. Voilà. Donc c'est un acteur éclairé, mais parole laïque de la part de Jésus que Marc nous rappelle aujourd'hui. La parole, donc, c'est rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais tout à fait, c'est ce que j'allais... Anita. Tu m'as pris les mots de la bouche. Super. En fait, mais de toute façon, j'avais vu Jésus, en fait, a inventé le principe, le concept de la laïcité. Ouais, et on va pas ouvrir la question aussi, à laquelle je n'ai pas réfléchi pour aujourd'hui, donc je vais pas l'ouvrir, mais je vais juste la poser sur la table. À un moment donné, faut-il mieux obéir à Dieu qu'aux hommes? C'est un peu la question que tu m'as aussi posée tout à l'heure, à laquelle je n'ai pas répondu d'ailleurs. Mais vous avez remarqué. Je veux dire, il est vrai, je pense qu'on a un réel risque, oui. C'est-à-dire que si on essaye, à partir d'une religion ou d'une expression de spiritualité, d'essayer de réduire cette expression, de la minimiser, oui, c'est toutes les religions, toutes les spiritualités qui, à un moment donné, vont être alignées sur cette réduction-là. Donc, je pense qu'il y a un véritable enjeu pour chaque personne, quelle que soit sa religion, sa spiritualité. Bon. Okay. Et donc, c'est bien pour cela, je pense que nous avons intérêt à travailler sur ces questions du vivre ensemble, de la cohésion d'une société, qui est de dire, oui, il faut que chacun puisse avoir la possibilité d'exprimer sa foi, d'exprimer sa spiritualité, dans le respect des autres, mais qu'il puisse avoir encore la liberté d'expression. Et c'est pour ça que, je la revendique pour les musulmans, parce que je veux aussi pouvoir, moi, continuer à parler de ma foi. Ok. Et on va bientôt aborder le top chrono. Oui, je vais faire très court. David. Aimer son prochain, ça veut dire pouvoir l'approcher quand même. Ça veut dire que sinon c'est une idée complètement théorique d'aimer son prochain. Donc la question c'est, et ça Jésus nous a beaucoup fait réfléchir là-dessus, par ses discours, par ses paraboles, de savoir qu'est-ce que c'est vraiment notre prochain. Est-ce que c'est nous qui désignons qui sont nos prochains, ou est-ce que ce sont nos prochains qui nous désignent comme tels? Et donc voilà, donc tout ce qui est séparatisme, on voit bien que c'est un dévoiement, je pense, de cette notion de prochain, et c'est ce qui fait qu'on ne peut plus s'approcher, et donc on ne peut plus comprendre en fait la totalité de ce que veut dire être son prochain. Donc moi je réfléchis beaucoup à ça, et si je réfléchis en disant quelle est ma part en tant que problème et en tant que solution, je me dis mais de quelle façon moi je cultive finalement une proximité avec les gens qui m'entourent. Les gens qui m'entourent, qui ne sont pas mon cercle de trucs. Comment je cultive cette proximité-là? Parce qu'il est sûr que si je n'approche jamais un musulman, je fais perdre une chance à ce musulman de rencontrer une personne qui n'est pas musulmane. Ce que dit David est ô combien important. Et pour moi, ce qui me frappe dans l'Évangile, et c'est ça le Nouveau Testament, c'est que Jésus a osé aller vers ceux qui croyaient différemment. Jésus est venu dire qu'on ne peut pas s'enfermer uniquement dans la certitude qu'avait le peuple juif, mais on va aller bien au-delà pour aller à la rencontre de ceux qui ne se reconnaissaient pas dans cette réalité-là. Et que aller à la rencontre, c'est écouter et c'est considérer l'autre comme mon frère.
ça veut dire derrière toute la question du dialogue que pose Ça me fait David. penser à un adage, je ne sais plus de qui, pour pouvoir critiquer quelqu'un, il faut le connaître, et pour pouvoir le connaître, il faut l'aimer. Je ne sais pas si c'était un humoriste d'ailleurs qui avait sorti ça. Et donc là où je vous rejoins, c'est, on va laisser tomber la séquence chrono, on est dans les choux. Le côté frère, après moi le côté bisounours, on est tous frères, j'y crois pas trop. Donc je vais garder le côté personnellement en tant qu'opinion fraternelle. En revanche, avec un amour évangélique que je trouve assez viril en général, hein, qui sait aussi dire les choses. Voilà, donc ça va être ma petite conclusion à moi. Voilà, David, c'était bon pour toi ? Oui. Ouais, ok, très bien. Anita? Eh bien, oui, que veux-tu dire de plus? Très bien. Que nous avons travaillé sur un bel enjeu de société. Ouais, et ça va. Là, sur notre thème, la laïcité, c'est de reconnaître que cet autre, qui est mon voisin au quotidien, qui est celui que je côtoie, cet autre peut penser différemment, peut prier différemment, et pour autant, on est invité à construire ensemble notre humanité. Exactement. Et une des façons de construire, c'est ce que j'aime bien, par exemple, dans nos rassemblements, entre autres évangéliques, c'est lorsqu'on prie pour les autorités. J'adore cette séquence-là, lorsque toute la communauté religieuse prie pour que les autorités aient de la sagesse, de la perspicacité, notamment dans ces temps difficiles, de prendre des bonnes décisions. Et ça, je trouve, c'est un super signe de constructif, tout en ayant sa foi. Merci d'avoir passé ce moment avec nous pour paraphraser un livre. Et puis, à bientôt pour une prochaine émission Éclairage. Au revoir. Bye. À très bientôt. Ciao. Au revoir.